L'élection de Donald Trump en 2016 provoque un choc car ce n'est pas un politicien. Candidat hors système ayant battu une candidate de l'establishment, Donald Trump est un candidat hors norme par beaucoup d'aspects. Comment le système électoral des États-Unis a-t-il provoqué son élection? Nous allons d'abord parler du choix du candidat et de son élection. Après, nous allons parler du vote et du problème de la démocratie aux États-Unis. Quand un candidat se déclare, il se met sous l'égide d'un parti politique. Les difficultés pour choisir un candidat sont dues au large spectre allant pour les démocrates de l'extrême gauche au centre gauche, si l'on peut dire, et le reste de l'échiquier est couvert par les républicains. Mais d'autres partis existent pour un large segment de la demande, allant des agriculteurs aux autres catégories de la population. Au fil du temps, les électeurs sont de moins en moins identifiés à un parti politique précis et de plus en plus indépendants. Les partis politiques doivent se trouver un candidat potentiel pour les élections, ce qui dans ces partis fonctionne autrement que dans un régime parlementaire. Dans le régime parlementaire, quand les candidats sont élus, ils ont des obligations envers le parti, ce qui n'est pas le cas dans le cas présent. Les candidats peuvent changer de parti, mais ils peuvent être choisis par les électeurs affiliés au parti de manière plus restreinte envers les électeurs ou plus ouverte, allant jusqu'aux indépendants. Lorsque le candidat est choisi, la campagne a lieu, mais elle n'a pas de limite pour la question des fonds, qui pose de plus en plus problème avec le temps. Le candidat peut librement utiliser les financements de son parti, issus soit des donateurs et ou de sa fortune personnelle. Les coûts de campagne augmentant exponentiellement, les candidats ont de plus en plus besoin des donateurs. Les partis politiques sont extrêmement décentralisés jusque dans les comtés. Les élus peuvent être indépendants. Ils ont toutes les caractéristiques des partis politiques, mais ils ont une différence fondamentale qui porte sur la philosophie de l'État central. Les divergences envers l'État central sont importantes pour les partis politiques, mais pas si importantes que ça par rapport au vote. L'indépendance veut dire que les élus sont moins fidèles par rapport aux partis politiques qu'envers les électeurs ou les lobbies. Malgré l'importance du candidat, d'un point de vue électoral, le parti peut contrebalancer l'indépendance des élus une fois arrivé au poste de pouvoir. Les partis politiques doivent se choisir un candidat pour préparer l'élection et avoir un programme politique à mettre en avant avec des élus. Ils se coordonnent pour faire élire leur candidat en mettant en avant une stratégie et en mettant en place des actions pour remporter la victoire. En dehors de ces moments, les partis politiques font en sorte d'amasser des fonds en vue d'accéder au pouvoir ou d'y rester. Le parti politique est d'une grande importance pour aider économiquement les candidats à tous les postes d'un point de vue financier ou humain et équipement. Les partis politiques ont une grande importance non pas seulement d'un point de vue politique, malgré les divergences sur l'importance de l'État. Ils ont une conception globale en accord avec le capitalisme et l'importance du pays sur la scène internationale, mais le poids de l'État est une grosse divergence, ainsi que les moyens d'y accéder. Les partis politiques font tout pour accéder au poste convoité, mais le caractère des partis politiques est autre. Il n'est pas forcé de vouloir l'aide d'un parti politique, et la culture de la décentralisation fait que le parti n'est qu'accessoire. Une fois arrivé au pouvoir, le président américain ne peut pas forcément compter sur ses élus. Par exemple, Donald Trump a connu une très forte opposition républicaine pendant les 2 ans sur l'allongement du mur de Mexique. Même si une discipline de parti existait, il y aurait aujourd'hui un problème pour le président puisque la Chambre des représentants est élue tous les 2 ans. D'ailleurs, il est pour les congressistes plus important de se faire réélire que de faire la politique gouvernementale. Et aussi, puisqu'il n'y a pas de discipline de parti, le président, quand il y a convergence de points de vue, peut faire voter son projet de loi avec les élus de l'autre parti. L'important pour les congressistes est de faire ce qui est dans l'intérêt des habitants de leur circonscription. Pour eux, ce qui est le plus important par rapport aux partis politiques, c'est de trouver des avantages ou d'avoir des pots de vin pour leur circonscription. Le président permet paradoxalement de donner des avantages aux partis, mais elle permet aussi de rendre le président indépendant du parti politique. Il y a des luttes de factions à la Maison-Blanche, et le président peut en tirer avantage pour accroître son influence. Le président peut quand même se prévaloir d'être le chef de parti. Toutefois, sa fonction a des problèmes pour bien des raisons. Quand le président perd, il perd aussi sa fonction de chef de parti.
Le candidat désigné comme chef de parti perd en crédibilité quand il perd la campagne à la présidence. Face à l'hégémonie des deux partis, démocrates et républicains, les tiers partis ont de moins en moins de chances d'arriver au pouvoir. Ils ont toujours existé et existent toujours, cela vient dans le temps avec la désaffection des partis hégémoniques. Mais d'année en année, au XXe et XXIe siècle, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau parti est devenue de plus en plus difficile. Woodrow Wilson, candidat démocrate en 1912, arrive au pouvoir grâce à la division au sein du Parti républicain avec la désolidarisation du Parti progressiste de Theodore Roosevelt. Mais dans la fin du XXe siècle, ce type de situation devient de plus en plus difficile. L'élection du président américain du point de vue des institutions n'est pas une grande élection, mais une multitude de mini-élections. Contrairement à la France, où le choix du candidat à la présidence se fait au niveau national, aux États-Unis c'est différent. Les candidats sont choisis par État, pour les partis, où le mode d'élection diffère. Moyen de dépouillement. Ensuite, l'élection est faite par les grands électeurs qui élisent le président à la proportionnelle selon le poids des États. Il a été question de changer ce moyen de désignation. Mais ce mode de désignation du président demeure. Quelle en est la raison? Simplement, il a ses inconvénients qui ont poussé au souhait de changement, mais il a aussi ses avantages. Ces avantages sont de ne pas faire exploser davantage les coûts électoraux déjà énormes et d'intégrer les États fédérés dans le système électoral. D'autres problèmes pourraient apparaître si ce système était remis en cause, et cela ne concerne pas que la candidature mais aussi le mode de présidence. Globalement, le mode d'élection et la présidence avec un vice-président sont jugés comme ayant plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs. Les élections sont au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ils peuvent être vus comme le premier arrivé prend tout pour toutes les élections. C'est hérité des Britanniques, les élections au Congrès ont lieu tous les 2 ans pour, au début, mettre en phase les élus avec la population. Maintenant, c'est un bon moyen pour sonder la popularité du président des États-Unis, et de sa majorité, car c'est une élection de mi-mandat. Pour les élections au Sénat, il n'y a pas de proportionnel par rapport à la population, car quelle que soit la population d'un État, cet État a 2 sénateurs, et chaque État dispose d'un poids égal. Le tiers des sénateurs est renouvelé tous les 2 ans au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans. Contrairement aux congressistes qui sont élus pour 2 ans et qui représentent des circonscriptions, alors que les sénateurs représentent l'État fédéré, ce qui leur donne un prestige important. On l'a vu précédemment, le vote des électeurs au présidentiel a lieu au niveau local, avec une décentralisation importante et donc une responsabilité locale. D'où les différents systèmes de dépouillement qui peuvent être ultra modernes, tout comme complètement archaïques. Après les problèmes de l'élection de 2000, il a été voulu une modernisation du mode de dépouillement. Il y a aussi la question de la participation qui a évolué dans le temps, avec la question du droit de vote, théoriquement accordé à tout le monde. Mais sa mise en pratique est liée aux questions de droits civiques. Les droits civiques sont limités par la ségrégation, alors que théoriquement, tous les hommes ont le droit de vote. Avant, seuls les hommes blancs avaient le droit de vote, notamment les propriétaires et protestants, ce qui sous-entend une capacité de pouvoir penser et lire. Les États, par le passé, ont pu limiter le droit de vote par divers critères, religion, propriété, niveau culturel, sexe et âge. En 1920, les femmes ont obtenu le droit de vote avec le 19e amendement. En 1965, le droit de vote a été dans le droit accordé à tout le monde, et en 1970, l'âge a été abaissé à 18 ans. Mais la participation à la votation a fluctué dans le temps. Globalement, depuis 20 ans, la participation baisse. Le comportement électoral est lié à la position sociale, ainsi qu'à l'éducation, la religion et la couleur de peau. Dans l'histoire, le Congrès ainsi que la présidence ont été sous la domination des républicains du milieu du 19e siècle au début du 20e siècle, puis sur la domination démocrate. Le comportement électoral américain est mieux connu que dans d'autres pays grâce par exemple au modèle de l'université du Michigan appelé Paradigme de Michigan, qui est un modèle explicatif de vote publié en 1960 dans l'ouvrage The American Voter. Il s'agit d'une étude du comportement électoral de la population américaine qui a permis, en combinant les réponses à un questionnaire, d'obtenir un indicateur d'identification partisane et de classer les électeurs sur un spectre à 7 degrés, selon leur degré d'attachement ou non
partis républicains et démocrates, ou leur degré de tendance ou non. Le paradigme stipule que le vote des personnes évolue à court et à long terme selon l'identification partisane de la personne. Elle peut voter par satisfaction ou non, ainsi une personne attachée au parti républicain a pu voter pour le démocrate Barack Obama par insatisfaction. De même, le républicain Dwight Eisenhower fut un candidat de consensus. Pour le long terme, les facteurs socio-démographiques et socio-économiques ont des facteurs importants pour les élections. Le vote américain par rapport à la situation sociologique est très divisé politiquement, mais la fragmentation a changé. La fragmentation se situe à l'intérieur des groupes sociaux. Ainsi, un groupe social pro-américain est divisé entre réactionnaires et plus accommodants. Interviennent aussi les questions sociales, comme celle de l'avortement, qui fragmentent les groupes sociaux. Mais certains groupes sociaux sont plus fidèles à certains partis politiques et s'enracinent avec le temps, comme le groupe afro-américain. Les groupes sociaux sont aussi affectés de manière partisane, comme les universitaires qui sont plutôt démocrates, et aussi sur le terrain comme le sud ou le centre des États-Unis qui est plutôt républicain. L'identification partisane vient aussi de l'histoire longue, par exemple le sud, traumatisé par la guerre de sécession. La question de l'idéologie et du vote est une des problématiques ainsi que la question entre les libéraux et les conservateurs ainsi que les libéraux ou interventionnistes. Ces questions sont dans les deux partis politiques, républicains et démocrates, qui sont de larges coalitions. La question des coalitions est une question pour l'élection du parti au pouvoir, et cela agit sur l'élection, car une fois les candidats parlent pour les intransigeants, et une autre fois ils parlent pour les libéraux. Pour l'élection, les partis font appel aux personnes votant pour le parti politique, les adhérents, et ils peuvent parler de manière libérale pour être candidats pour le parti, comme pour les démocrates. Ensuite, pour être élus, ils s'adressent aux sympathisants démocrates qui sont plus à gauche, mais c'est l'inverse pour les républicains. Depuis les années 2008, les coûts des élections explosent d'année en année. Auparavant, depuis un siècle, les élections étaient régulées. En 1907, une loi fédérale interdit le financement des partis politiques par des entreprises et des banques. L'interdiction a augmenté jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, où il y a eu un relâchement. En 1976, la Cour suprême a publié un jugement qui indique que les personnes peuvent dépenser de l'argent de manière illimitée, si cela n'est pas en coordination avec un parti politique. Par cela, les coûts de campagne ont augmenté, mais aussi les demandes de financement, mais de manière raisonnable. En 2000, les plus riches donateurs ont fourni une contribution de 100 000 $, mais cela se chiffre en millions maintenant. La nécessité des publicités électorales provoque cela. C'est surtout dans les États clés, et c'est pour avoir la voix des électeurs de ces États. La publicité électorale est en moyenne toutes les 10 minutes. En 2010, la Cour suprême a rendu un arrêté interdisant les limitations de dons pour toute personne car il en va de la liberté fondamentale. Cela provoque une ouverture de vannes de plus en plus importante à chaque élection. Par exemple, pour l'élection de 2008, Barack Obama a refusé le financement public alors que John McCain, lui, a accepté. Or, Barack Obama a utilisé 400 millions de dollars. Le coût augmente pour chaque élection présidentielle et il en va de même pour les élections législatives. Les élections demandent beaucoup d'argent et comment font les différents candidats pour en obtenir? Ils font simplement soit des appels téléphoniques ou ils font aussi des fondations, le privé payant pour manger avec le candidat. Il y a aussi des dons qui sont faits, mais il y a besoin de lobbyistes pour les candidats qui ont besoin d'argent, et ils peuvent aller très loin. Il met en lien les hommes politiques avec des hommes d'affaires. Par exemple, Barack Obama a eu un lien très fort avec le patron de Google. Les patrons d'entreprise sont généralement les plus gros donateurs pour les élections, ce qui d'ailleurs pose un problème de démocratie. Les candidats vont-ils écouter les patrons ou grosses fortunes qui leur permettent d'atteindre les postes qu'ils ambitionnent d'atteindre, ou les électeurs qui ne donnent rien? Leur besoin d'argent pour avoir les postes est tellement important qu'ils doivent en chercher tout le temps. Non pas pour en avoir le plus possible, mais pour en avoir plus que leurs compétiteurs. Ils cherchent tout le temps de l'argent et tellement qu'ils ne font plus ce à quoi ils sont attendus. Par exemple, avec les coûts de campagne, les hommes politiques sont plus proches de leurs financeurs et donnent des largesses aux entreprises.
Une connivence qui peut aller très loin, comme Boeing, qui a eu un bénéfice de plusieurs milliards de dollars et qui reçoit une remise d'impôt de plusieurs millions de dollars. Mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir un enrichissement des hommes politiques pendant leurs mandats successifs allant jusqu'à plusieurs millions de dollars, comme la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi. Après cela, il peut y avoir une petite défiance de la part des électeurs qui voient des scandales comme le trafic d'influence. La démocratie en Amérique est alors vendue ou louée par une soif importante d'argent qui ne peut être entachée, ce qui caractérise bien l'élection de Donald Trump. Il montre les dérives avec un besoin avide d'argent et il amène le spectacle au monde de la politique. C'est le symptôme de la baisse de la popularité des hommes politiques aux États-Unis. Ce qu'il dit, il le pense, et il fait en sorte d'être clivant, ce qui est fait vrai pour les Américains plutôt que les hommes politiques consensuels. Si tu veux en connaître plus, abonne-toi et mets la cloche. Et si tu aimes, mets un pouce. Si tu as des questions sur la vidéo ou l'histoire ou la politique, je t'invite à en mettre dans les commentaires.